Bonjour, bonsoir et bienvenue Dorothée Voilez. Bonsoir tout le monde, bonsoir Serge. Quel plaisir de vous retrouver, on est bien, on est vraiment bien sur la 5e et c'est notre 22e rendez-vous, c'est Riposte numéro 22. Alors ce soir, figurez-vous, on va vous parler, ce soir, dans le sommaire de Riposte, de tabou, de conservatisme et de mythe. Alors, un premier grand tabou quand même, un premier grand mythe, hein, vous allez me dire si vous êtes d'accord déjà tout de suite, c'est quand même De Gaulle. De Gaulle, alors là, c'est extraordinaire. Comme on disait déjà, tout le monde a été et ou sera gaulliste, hein, c'est ça. Hein. De Gaulle, exactement Paul-Marie de la Gorce, comme on dit la Tour Eiffel, comme on dit le Camembert, comme on dit les parfums, comme on dit que le soleil a toujours rendez-vous avec la lune. Enfin, De Gaulle fait partie de nos institutions, de notre mémoire, de notre affection, de la vôtre en tout cas, et de votre érudition. Il en profite puisque vous venez de sortir une biographie monumentale et formidablement éclairé et passionnant, Paul-Marie de la Gorce, aux éditions Perrin, sur De Gaulle. Mais alors, il y a des gens qui, contrairement à vous, Paul-Marie de la Gorce, trouvent qu'on peut s'attaquer au mythe de De Gaulle, hein, et avec quelle hargne, quel pamphlet, quelle violence. Je vous salue, Stéphane Zadansky, et vous venez de sortir, vous, chez Pauvert, un pauvre De Gaulle, qui est, comme je viens de le dire, d'une incroyable dureté sur De Gaulle. On va y venir. Alors donc évidemment, ça ne va pas se passer tout seul sur le plateau de Riposte. Ça sera donc notre premier débat, tout de suite après notre sommaire. Et après? Oui, après le deuxième débat, deuxième mythe, le dossier médical. Le malade peut-il avoir le droit à un accès direct à son dossier médical? Doit-il tout savoir? On a posé la question aux Français, 88% répondent oui. Vous aussi, si on vous avait posé la question? Je pense que oui. Et vous? Non. Non. Là, on va en parler. Oui, on en parlera en tout cas. Il y aura confrontation sur le plateau de Riposte. Et oui, et troisième sujet, après, alors là aussi un mythe et un tabou, etc. Est-ce qu'on peut changer quelque chose dans notre pays, vraiment? Est-ce que la France est totalement bloquée? De Gaulle aurait eu son opinion là-dessus, hein, sûrement, j'imagine. Mais est-ce que la France est totalement bloquée? Alors par exemple, on essaie de faire des réformes, vous avez vu les finances, l'éducation nationale, les retraites, etc. Et hop! Eh ben, c'est difficile, ça résiste, ça s'enrouille, ça s'enraye, ça passe, c'est compliqué. Alors la France est-elle bloquée? Et il va y avoir deux grands spécialistes de la vie politique française qui vont venir nous en parler sur le plateau de Riposte. Il s'agit de Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, et Alain Gérard Slama du Figaro. Mais tout de suite, notre premier débat, Charles de Gaulle avec un rappel des faits de Dorothée Costanoble. La France, c'est tout à la fois, c'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Le général de Gaulle, incontestablement, a marqué la France du XXe siècle. Respecté, adulé ou critiqué, il demeure aujourd'hui un mythe fondateur, une figure à laquelle se réfère encore la classe politique. Comme tous les grands hommes, on ne compte plus les hagiographies qui lui sont consacrées. Une centaine de biographies en France et à l'étranger, et plus de 3000 ouvrages qui évoquent son destin politique et la trace qu'il a laissée dans l'histoire. Aujourd'hui, alors que les propres mémoires de De Gaulle vont entrer à la Pléiade, que le 3e tome des souvenirs du compagnon de route Alain Perfit vient d'être publié, ainsi qu'une nouvelle et impressionnante biographie par le gaulliste Paul-Marie de la Gorce, un autre ouvrage vient, lui, ébranler la statue du commandeur. Intitulé Pauvre De Gaulle, ce roman de Stéphane Zadansky s'attache à mettre en pièces le mythe pour en dévoiler des zones d'ombre. S'appuyant sur la prose de De Gaulle, qu'il juge plâtreuse et nauséabonde, Zadansky revisite à sa façon les 50 dernières années. Exercice de style pamphlétaire ou hérésie salutaire, cet ouvrage fera réfléchir certains, en amusera d'autres et fera grincer les dents des derniers. Dorothée. Oui, une première question pour vous. Est-ce que vous êtes gaulliste? Est-ce qu'en 2000, on peut encore se dire gaulliste? J'imagine que, si vous voulez, à tout prix, que oui, quelqu'un se dise gaulliste, hein, oui. je voulais à tout prix que quelqu'un se dise sinon oui. On arrête l'émission. Je dirais que c'est quelqu'un qui privilégie l'indépendance de la France, qui privilégie ça par rapport au choix parfaitement légitime d'ailleurs d'ordre économique ou de relations avec l'extérieur, qui de toute façon pense que la liberté, c'est pas séparable de l'indépendance, que si on n'a plus d'indépendance, on perdra une partie de nos libertés. Ça, c'est peut-être la meilleure façon de le définir. Et qu'est-ce qui incarne le mieux le gaullisme, selon vous, actuellement? Le RPR, Séguin, Chevènement, Chirac? Mais vous voulez me faire une émission de politique intérieure? Non, mais ça m'intéresse de savoir qui est gaulliste en ce moment. Où se retrouve le... Alors, je vous dirais qu'il y a une part de gaullisme chez un certain nombre d'hommes.
ceux que vous avez cités, par exemple, Jean-Pierre Chevènement ou Philippe Séguin, ça va de soi. Et puis, il y a très peu de gaullisme chez quelques-uns de ceux qui, pourtant, s'en réclameraient éventuellement. Mais je crois que le problème le plus important, c'est de savoir la part de gaullisme qui reste chez la masse des Français. Et elle est importante, vous croyez? Oui, probablement plus que l'apparence de la vie politique ne le suggère. De Gaulle toujours vivant? Oui, je pense, oui. Merci, Dorothée. Je me tourne vers Stéphane Zagdanski. Vous êtes l'auteur de Pauvre de Gaulle. Qu'est-ce qui pousse un écrivain de 37 ans à s'attaquer à ce mythe-là plutôt qu'à un autre mythe moderne? Qu'est-ce qui pousse un alpiniste à s'attaquer à l'Himalaya? Ah oui, qu'est-ce qui pousse un alpiniste? C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est le plus grand mythe. Oui. Donc c'est plus intéressant pour un écrivain, évidemment, de s'attaquer à celui-là. Mais il vaut s'attaquer à De Gaulle, même qu'à Hitler, par exemple. Plus personne n'aime Hitler. Aujourd'hui, De Gaulle n'a plus aucun ennemi. Contrairement de son vivant, il avait des ennemis qui étaient assez, d'ailleurs, je méprise parfaitement. C'était soit les staliniens, soit les fascistes, les gens d'extrême droite, le l'OAS, etc. Ce sont des gens, évidemment, que je méprise à peu près autant que lui, disons. C'est-à-dire que lui est à deux sens, au sens que lui, il les méprisait et que je le méprise, lui. Et en réalité, je l'aime bien, De Gaulle, finalement. Ah, vous l'aimez bien? Oui, je l'aime bien. C'est affectueux, alors, d'appeler ça Pauvre de Gaulle, c'est affectueux. Un petit peu, Pauvre de Gaulle. en effet, il y a un peu de commisération. Le pauvre, si vous voyez ce qu'est devenu la France aujourd'hui, et puis les pauvres de Gaulle aussi, il y a un peu l'idée de pauvre idiot, C'est le pauvre fait qu'il imbécile. n'ait pas d'ennemis qui vous a poussé à écrire ce... Non, ce livre. j'ai interprété le fait qu'il n'ait plus d'ennemis, c'est-à-dire que tous ses ennemis d'autrefois se sont convertis à sa mort. Tout le monde est gaulliste, tout le monde est gaulliste, quoi. Tout le monde est gaulliste. Aujourd'hui, ça va du Parti communiste au PFN. Vous demandiez à Paul-Marie de la Gorce quel était le gaulliste, quelqu'un qui l'incarnait le mieux aujourd'hui, c'est Charles de Gaulle. Le gamin, le petit-fils qui est entré au parti de Le Pen. Voilà. Mais alors vous voulez... Il y a une logique, en effet. Je peux vous citer, page 443, De Gaulle n'est pas seulement un mythe, mais l'icône de la manipulation collective depuis 50 ans. Manipulation collective, icône. Mais pourquoi tant de haine, quand même? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il n'y a pas de haine, non, très sérieusement. Il n'y a aucune haine, il y a... Quelle manipulation collective? La manipulation collective, c'est le mythe qu'il est devenu. De Gaulle, il le dit parfois dans des phrases qui sont à mourir de rire, aurait sauvé, avec ses deux petits bras comme ça portant la France, aurait sauvé la France de l'Allemagne, de la barbarie nazie. C'est-à-dire les Allemands, les Américains, les Anglais n'ont plus aucun rôle là-dedans. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a sauvé l'Algérie, c'est lui qui a donné à la France, c'est lui qui a construit le paquebot Le France avec ses petites mains, c'est lui qui a construit le Concorde. Vous voyez, il y a une sorte de mégalomanie centripète de Gaulle, c'est-à-dire toute la France, c'est lui. Il avait une sorte de schizophrénie quasiment. Il était comme scindé en deux, il est en deux Gaulle, la Gaule et lui de Gaulle, et il mélangeait tout le temps les deux. Donc c'est un personnage à la fois risible, ridicule, un peu attendrissant, mais qui malheureusement a régné. Risible, ridicule, qui a eu un du peu pouvoir. Paul-Marie de la Gorce, qu'est-ce qu'on fait? Auto-immolation immédiatement, suicide par le feu dans ce plateau, qu'est-ce que vous faites? Non, vous savez, tout au long de l'existence du général de Gaulle, il a eu des foules d'ennemis acharnés. Je prends un exemple, si vous voulez. La force de dissuasion nucléaire, Alors là, véritablement, tout le monde était contre. Hein, toutes les églises, tous les partis, tous les syndicats, toutes les universités et toute la presse. Mitterrand, la gauche. Ouais. Encore une fois, c'est pas deux livres qui, je pense que l'auteur en conviendra, c'est pas deux livres qui se situent tout à fait sur le même plan, c'est d'un genre différent. D'accord. Le vôtre est un monument, on pourrait les décrire comme ça, le mien est un pavé, au cœur tendre. Les pavés, c'est ce qu'on envoie en général. C'est ce qu'on envoyait en mai 68, voilà, contre les monuments, vous voyez. D'accord. Donc c'est un monument et avec votre petit burin, là, vous cassez le Panthéon. Toc, vous cassez le Panthéon, vous enlevez les statues, vous cassez les statues. C'est un travail biblique, moi je suis beaucoup nourri de la Bible, c'est un travail de bris des tables de la loi. Voilà, on a une table de la loi énorme, gigantesque. Qui s'appelle De Gaulle. Qui s'appelle De Gaulle. J'ai essayé de mettre un petit peu de lézard de là-dedans. Comme vous le disiez tout à l'heure, je suis le seul. Donc c'est Davidansky contre De Goliath, si vous voulez. Voilà, donc le plus faible contre le plus fort, énorme. C'est très tentant pour un écrivain, évidemment. Et c'est très prétentieux aussi. Mais il faut être très mégalomane, évidemment. Tout le monde m'a dit, mais t'es fou, tous mes amis se sont détournés de moi. Ah oui? Je n'avais plus d'amis, t'es malade. D'abord, De Gaulle, ça intéresse personne, on m'a dit ça. Et puis t'es malade, t'es intouchable, change de nom, me dit ma mère dans le lit. Je prends un pseudonyme, je dis non, toi change de nom, ce qu'il préfère, me dit ma propre mère. Il y a quand même quelque chose qui peut choquer, c'est que vous trouvez un point commun entre De Gaulle, François Mitterrand et Pétain. Oui, je trouve qu'il y a une généalogie. Vous y allez un peu fort, ouais. enfin bon. Oui, mais j'argumente un petit peu tout de même. Je vous cite, 3 hommes politiques habités par la dissimulation vaniteuse et le mensonge effronté, Pétain, De Gaulle et Mitterrand. C'est un super raccourci quand même. On met sur le même plan celui qui est à la tête de la résistance, etc., peu importe,
invoque ça. Et celui qui livre la France, qui pactise avec l'ennemi, Pétain. Enfin, moi, je trouve ça invraisemblable de mettre ça sur le même plan. Ils ont peut-être tous les deux, ils sont peut-être venus tous les deux de la bourgeoisie de province, comme Mitterrand, etc. Ils ont lu les mêmes livres, Barès, Maurras, etc. D'accord. Mais mettre tout sur le même plan, c'est quelque chose, moi profondément, qui me... Il y a une généalogie, je parle de généalogie. C'est-à-dire quelque chose de très précis, c'est-à-dire qu'il y a le filiation. C'est pas parce qu'on a vu les mêmes films qu'on pense la même chose. Pardon ? C'est pas parce qu'on a vu les mêmes films, qu'on a lu les mêmes livres, qu'on pense la même chose. Non, mais c'est parce qu'on écrit avec les mêmes notions proprement fascisantes et vichistes que, en effet, on est fasciné l'un par l'autre. Je cite des passages des mémoires, parce que là, vous avez raison, il faut être très sérieux. J'ai fait un travail extraordinairement sérieux aussi. Je cite des passages des mémoires de Gaulle, dans lequel il dit, noir sur blanc, qu'après tout, Vichy donnait l'impression de gaspiller des réformes, que tout n'était pas mauvais dans Vichy. Il évacue complètement le côté idéologique de Vichy. Il n'emploie quasiment jamais le mot fasciste. Le mot pétainisme, il le crie entre guillemets comme il écrit le mot gaullisme entre guillemets. Et il y a toute une série de notions qui sont fascisantes réellement chez De Gaulle depuis ses textes de jeunesse. Le destin, le sang, le sacrifice, la pureté, les hommes purs, les hommes forts. Travail, famille, patrie, sont des choses qui reviennent très souvent dans les textes de Gaulle. Paul-Marie de la Gorce, ils ont non seulement les mêmes valeurs, mais le même vocabulaire, vous voyez. C'est dans les mémoires, il suffit de lire les mémoires, ce que personne n'a fait. Et moi, je les ai lus. Elles sortent en Pléiade, On le rappelle, elles sortent en Pléiade, grâce à Jean-Louis Crémieux-Brilac, qui en fait donc c'est pas juste de l'appareil critique, je crois. Mais Paul-Marie de la Gorce, vous ne pouvez pas rester comme ça, ou alors... On vous a changé, vous ne pouvez pas vous pouvez pas ne pas réagir à ce qu'il dit. Vous savez, je crois que c'est pas la peine. Hein. Ah bah si. Non, c'est pas la peine. Sinon, non, vous pouvez pas. Non, il faut débattre quand même. Non, c'est pas possible. Il dit fascisant. De Gaulle fascisant. C'est tellement ridicule que ça vaut même pas la peine. Bah, expliquez-nous alors. Parlez-moi, moi, soyez gentil. Dites-moi pourquoi c'est pas bien ce qu'il dit. Vous vous en souvenez vous-même. Vous vous souvenez de tout ce que le général de Gaulle a dit, en particulier dans ses discours de la période de l'occupation et de la résistance. C'était à tous égards l'antinomique de la capitulation et de Vichy à tous égards, Il a été ordurier de Gaulle après la guerre avec les maquisards, c'est-à-dire les véritables héros français, les accusant tous de communisme et de stalinisme, ce qui était peut-être vrai, c'est-à-dire une majorité était communiste, mais on ne va pas sonder les intentions de gens qui se battent pour la liberté, d'une part, surtout quand soi-même on s'appelle de Gaulle et qu'on a été serré la main de Staline et qu'on ira à la fin de sa vie serrer la main de Franco. On est mal placé pour donner des leçons d'intention, de procès d'intention. Paul-Marie de la Gorce, vous dites que de Gaulle, pour vous, je vous cite, je cite votre livre et votre biographie, vous dites que c'est un accoucheur de la modernité. Ah oui. C'est une phrase qui m'a paru très importante. Oui, c'est tout à fait vrai. Et dans une quantité de domaines, qu'il s'agit du domaine institutionnel, l'institution, l'économie, de l'économie, de la société, à beaucoup d'égards, depuis le vote des femmes jusqu'à les tentatives partiellement réussies seulement de changement à l'intérieur des entreprises, dans les rapports sociaux. Il a été accoucheur de la modernité, il faut bien le dire, avec contre lui de formidables coalitions. Parce que c'était un homme qui était incroyablement distant vis-à-vis des autorités, des traditions, des notabilités, formidablement libre. Il l'a été vis-à-vis de son propre milieu social, qui était d'ailleurs respectable et sympathique, mais enfin à l'égard duquel il a pris une immense liberté. Il l'était à l'égard des forces politiques constituées, des traditions politiques et sociales, et c'est facile à comprendre de ce fait qu'il ait eu aussi souvent les partis politiques contre lui. Et il l'était par rapport à l'état des choses. Il ne se sentait pas lié par l'état des choses. En réalité, il était passionné par l'avenir. Alors, il pouvait naturellement se tromper. Passionné par l'avenir. Il pouvait naturellement se tromper. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des quantités de points sur lesquels toutes sortes de discussions sont possibles. Mais ce qui était probablement le plus vrai en lui, c'était cette liberté par rapport aux choses existantes. Mais merci. Vous parlez beaucoup de sa grand-mère, justement. On n'a pas l'impression qu'il ait cette liberté et ce recul vis-à-vis de son milieu familial. Oui, il avait une grand-mère qui écrivait. Sa grand-mère était très gentille, c'est un point d'accord. La grand-mère de Gaulle était gentille. Elle était adorable. Voilà. Elle s'appelle même Mamie de Gaulle. Quelque chose de rassurant. C'est un écrivain du 19e siècle très prolifique, écrivait énormément de romans abominables, évidemment, sur le fond, qui a fait une biographie de Chateaubriand, auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, où elle dit c'est pas ce qu'il a fait de mieux, ces Mémoires d'Outre-Tombe, c'est un auteur très chrétien, donc on va le sauver, c'est l'esprit de vérité. Ça fait rire Paul-Marie de la Gorce, là. Vous connaissez ça comme moi. Donc. Et alors, elle explique, oui, mais il parlait trop de sa vie intime, ce qu'il ne faut jamais faire. Et De Gaulle, en effet, écoutera sa grand-mère. Ce qui va faire moins rire Paul-Marie de la Gorce, peut-être, c'est quand vous accusez à peu près, à mot couvert, mais enfin vous le dites quand même, De Gaulle d'être au fond un vieux fond antisémite.
Non, alors là, oui, c'est pas du tout un mot couvert, c'est un mot... ça me fait rire aussi. Non, alors ça me fait rire, tout le fait rire, décidément, aujourd'hui. Les gaullistes sont des gens qui ont beaucoup d'humour, je le dis, je suis sérieux, qui sont très doux, ne sont pas du tout des surexcités, etc. On dit doux comme un gaulliste. On dit doux comme un gaulliste, et je dois J'ai dire... jamais entendu dire ça. Je vous le donne, je vous le Je donne. dois faire, j'en profite pour faire un mea culpa, c'est que j'ai beaucoup, Même un petit peu été travaillé n'a jamais dit ça. parmi les gaullistes pour lire les textes de De Gaulle, c'est-à-dire à l'Institut Charles de Gaulle. Où Vous les êtes gens... sérieux quand vous dites que De Gaulle était un front antisémite? J'étais à l'Institut Charles de Gaulle, Oui. on m'a très bien reçu, je veux les remercier parce qu'ils ne savaient pas ce que j'étais en train de faire, évidemment, et C'est fait. et je m'excuse un petit peu D'avoir abusé de leur... d'avoir abusé de leur journée, mais ce sont des gens charmants. Non, pas encore, mais je vais le faire, mais ils l'auront, ils ont tous les livres sur De Bon, Gaulle. alors, revenons à ma question qui est très sérieuse, là, quand même. Oui. Voulez-vous vraiment qu'on accable De Gaulle à ce point-là? Je sais pas, il Il y a faut en des tout cas... passages. Je préférerais parler du De Gaulle de la fin sur l'Algérie, de sa xénophobie, de son racisme anti-noir, anti-arabe. Mais si on veut parler d'antisémitisme, allons-y, mais c'est accablant pour lui. Je suis désolé, c'est pas du tout à mot couvert. Il Allons-y. n'y a rien de couvert, même mon corps n'est pas couvert, parce qu'il y a beaucoup de sexualité dans ce livre, donc il n'y a rien de couvert dans ce Et on livre. s'en réjouit profondément. Merci, Oui. je me réjouis. C'est beaucoup. Il y a un passage de votre livre. Je sais peut-être... Ah, Paul-Marie Lagarde dit que c'est la meilleure partie de votre livre. Merci, je vous remercie. Je vous dis, les gaullistes sont des gens charmants. Il y a un passage où vous le citez. Et avec du discernement. Il y a plusieurs moments dans la biographie de De Gaulle où, en effet, des relents antisémites qui sont assez partagés. Il n'était pas le seul antisémite en France et ce n'était pas le pire des antisémites. Il y a une lettre qu'il écrit à sa maman Oui. en 1919. Ce n'est pas une lettre de jeunesse, il est en Pologne, elle est assez connue des spécialistes, elle est très peu citée parce qu'elle gêne énormément les gaullistes et elle gêne tout le monde. Il a 29 ans en 1919, donc c'est plus un jeune homme, c'est plus un gamin. Il décrit la situation en Pologne et il écrit que les... Trois petits points. Il ne dit pas les juifs. Les francs-maçons. Non, parce que il désigne les juifs, mais il a employé un mot tellement ordurier pour insulter les juifs que la famille a coupé le mot au lieu de faire une censure un peu plus grave et de brûler carrément la lettre. Il y a aussi un passage juste Je l'ai après. cette lettre. Attendez. Voilà, je l'ai la lettre ici, elle est connue. Vous l'avez comme ça, vous avez une lettre Alors, de De Gaulle dans la poche, comme ça? mais oui, j'ai tout dans la poche. C'est pour ça que je l'ai mis en porte-clés, parce que je puisse porter dans la poche. Et il décrit la situation en Pologne. Et au milieu de tout cela, d'innombrables D'innombrables... détestés, je dis pas le mot ordurier, tout le monde connaît les mots orduriers pour insulter les juifs. Ça veut dire juif? Ça veut dire youpin ou youtre, voilà, si vous voulez qu'on soit clair. Détestés à mort de toutes les classes de la société, tous enrichis par la guerre, on est en 1919, hein, viens de voir, dont ils ont profité sur le dos des Russes, des Boches et des Polonais, et assez disposés, continue De Gaulle, à une révolution sociale où ils recueilleraient beaucoup d'argent en échange de quelques mauvais coups. Moi, mes grands-parents sont des juifs polonais, étaient des juifs polonais, mes parents sont nés à Paris, je suis né à Paris. C'était des gens très pauvres, tout le monde sait que ce sont de simples clichés très antisémites. Ce qui est intéressant, c'est pas qu'ils soient d'un antisémitisme ordurier, c'est que ça se retrouve. Lorsqu'en 1967, il fait une fameuse conférence de presse où il insulte de nouveau les juifs, alors tout le monde dit c'est des compliments. Il parle, c'est la phrase la plus connue de De Gaulle, peuple sûr de lui, d'élite et dominateur. À propos Peuple dominateur, d'Israël. c'est un reproche antisémite classique, théologique. Réaction de Paul-Marie Lagarde. Il n'y a rien à réagir, c'est les faits, ça c'est pas grave. Bah, quand même, laissez-le réagir. On lui en on va veut voir. pas tant que ça, mais on peut pas dire que c'est Non, pas vous voulez vrai. pas réagir à ça? Je n'ai franchement pas envie du tout. Vous faites bien. La seule chose que je dirais, mais... Non, parce que c'est quand même grave de dire que De Gaulle est antisémite. Je dis pas, je viens de vous lire une lettre, écoutez. C'est tellement ridicule que ça vaut même pas du tout la peine d'en discuter. Dans la lettre, il évoque naturellement, pas ses sentiments, mais celui de la société polonaise. Du tout. Et d'ailleurs, c'était, hélas, tout à fait exact. Mais lui n'était pas antisémite pour vous, le contraire de ça. Enfin. Mais toute sa vie l'a prouvé. Toute sa vie l'a prouvé. Et ses amitiés, et ses Il y a relations. d'autres passages quand même troublants à ce sujet-là. Oui, c'était le colonel Meyer, tout le monde le sait, qui était l'objet de la campagne antisémite de l'Action française. Donc pour vous, ce que dit son meilleur ami. Ce que dit M. Zadansky est infondé, même pas. D'ailleurs, je remarque que vous ne le regardez pas. Vous me regardez, ce qui me fait un très grand plaisir. Par politesse. Par politesse, vous me regardez, mais vous ne regardez pas votre compagnon de table. Nous nous sommes déjà parlé, nous nous sommes connus. Nous ne sommes pas ennemis, il n'y a pas d'inimitié du tout. Il y a quelque chose mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous êtes vraiment sous hypnose, excusez-moi de vous le dire. Je lis une lettre antisémite Oui, non, mais moi, de je veux De Gaulle. revenir Vous dites dessus. non, il avait des amis juifs. Il y a le même phénomène Non, à on va propos pas de discuter, Mitterrand. c'est tellement absurde. Excusez-moi, bah oui, vous, ça ne vous concerne pas. Moi, je suis juif, ça me concerne, ça me touche un petit peu. Donc, Non. ce qui est intéressant, c'est de voir, vous le disiez, en effet, que ça revient à différents moments de sa vie. Mais vous voulez qu'on parle plus d'antisémitisme, parlons de son racisme. À l'égard des Arabes, à l'égard des On y va, Paul-Marie Lagarde? Oui, si vous voulez. Il s'est retiré du débat, carrément. Celle-là, c'est pas moi qui le révèle. Ce sont des Qui ne dit mot consent, attention. Mais je n'absolument pas. Oui, donc- En fait, L'intérêt, c'est de montrer qu'il y a un mythe de Gaulle, c'est-à-dire un véritable. Ça ne peut que faire rire. Attendez, vous parlez pas Ça ne peut que faire rire. Ça ne peut que faire rire, monsieur. On fait une émission, franchement, donc. Mais Il avait beaucoup de sens. C'est pour montrer qu'il y a. Ce qui est intéressant, ce que j'ai voulu dire, moi, c'est pas de révéler que De Gaulle était antisémite ou avait eu des phrases xénophobes délirantes
détestait les anglo-saxons depuis son plus jeune âge et qu'il passait son temps à... Il n'est pas le seul, hein, récemment. Non, mais peu importe, pendant 4 ans de guerre, au lieu de s'occuper de la guerre, il s'occupe à mettre... beaucoup le peuple anglais, beaucoup. Il a eu des phrases superbes sur le peuple anglais. Mais je ne veux pas discuter de ça. Vous avez raison, vaut mieux pas. Écoutez, alors on va discuter d'autres choses puisqu'il faut qu'on termine. On termine là-dessus si vous voulez bien. Hein. Donc, De Gaulle, la Pléiade, c'est le grand écrivain maintenant. Alors, est-ce que c'est un grand écrivain pour vous, Paul-Marie de Lagorce? Est-ce qu'il mérite, si j'ose dire, la Pléiade? Enfin, hein, entre-toi ici dans la Pléiade avec ton cortège de mots, etc. Alors, est-ce que... Je vais vous donner une information. Jacques Dansky déteste aussi De Gaulle écrivain. Non. Et vous? Voilà. Ce n'est pas que je le déteste aussi, ça ne me fait pas jouer. Et voilà, je préfère Proust. Chacun son truc. Il n'y a pas de nuance dans ce qu'il Chacun son truc. Paul-Marie de Lagorce. Non, je crois qu'il y a dans le fil de l'épée et dans les mémoires de guerre véritablement des pages superbes, presque des pages d'anthologie, des morceaux magnifiques. Donc il mérite tout à fait d'entrer... Vous savez, il a toujours eu une tentation d'être écrivain. Peut-être a-t-il eu raison de ne pas y céder, on peut en discuter. Mais tout au long de sa vie, il a eu envie d'écrire, et en particulier des poèmes. Eh bien, au fond, les quelques poèmes que nous avons de lui ne sont pas mauvais du tout. Ils sont meilleurs que les contes. Abominable, abominable. Il signe moi d'ailleurs, il est ridicule, mais dans la signature, il écrit des petits poèmes et il écrit moi. Ils sont des factures très, très marquées, si vous voulez, par des influences Rostand. Baudelaire vous pardonne votre offense, monsieur de Lagorce. Quand vous osez dire que De Gaulle est un beau poète. Mais autrement, il y avait quelque chose. Cela dit, c'est très bien comme ça, c'est très bien. Et c'est très bien que ça y est, qu'il entre à la Pléiade. Et donc vous nous recommandez de lire les mémoires de la Pléiade. Moi aussi. Alors vous, ça vous fait carrément rigoler? Non, ça ne fait pas rigoler. Il y a des choses plus terribles. Ça ne fait pas rigoler. C'est intéressant qu'il soit traité à égalité avec Dante et Dostoïevski, parce que je dis si on place dans les D à De Gaulle, il sera après Dante et avant Dostoïevski, ou si on le place dans les G à Gaulle, il sera entre Faulkner, de Lagorce, Faulkner et Hemingway. Vous voyez, donc je trouve ça accablant pour lui. Mais c'est très non, je suis tout à fait. Moi, j'en ai discuté avec. Je raconte même un dîner avec Gallimard. Antoine Gallimard, on a beaucoup discuté de ça, et je suis tout à fait pour qu'on le publie en Pléiade, parce qu'on va enfin le lire. Parce que ce que je dis, moi, je l'ai lu et j'ai découvert quelqu'un d'assez idéologiquement abominable, et je ne le savais pas. Je pensais, pour moi, De Gaulle, quand j'ai commencé... Idéologiquement abominable. Pour moi, De Gaulle, quand j'ai commencé de le lire, c'était quelqu'un d'un peu ringard, un peu, c'est comme si on parlait de Charlemagne. Je me suis aperçu que la France d'aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a de plus sombre et de plus nauséabond, lui doit beaucoup, en effet. Donc à lire dans la Pléiade bientôt les mémoires du général de Gaulle. Et pour se faire une opinion, lisez le bouquin de Stéphane Zadansky, Pauvre de Gaulle, là, que je vous remontre, et la biographie très documentée, impressionnante de Paul-Marie de Lagorce, de Gaulle, chez donc Perrin. Merci beaucoup et on passe tout de suite à notre deuxième tabou et deuxième débat.